Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Alors cette vidéo fait suite à la conférence que j'ai organisée dimanche dernier. Donc comme prévu, je vais répondre à toutes vos questions dans cette vidéo. Malheureusement, il y a eu quelques petits problèmes de connexion après plus de 2 heures de conférence. Donc vraiment, pour répondre à toutes vos questions dans les meilleures conditions, je me suis dit autant le faire via une vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais répondre à toutes les questions qui m'ont été posées dans la conférence. Donc j'ai classé en fait les questions en 3 catégories. La première, la catégorie crypto. La deuxième, donc vis-à-vis en fait de la formation que j'ai présentée au sein de la conférence, donc une formation pour investir en mode très bon père de famille. Donc toutes les informations sont disponibles dans la description. Donc je vais répondre aux petites questions qui m'ont été posées par rapport au programme, qui, je le rappelle, et même pour ceux qui ne le savent pas, n'est disponible que cette semaine. Donc vous trouverez toutes les informations dans la description. Vous trouverez également le replay de la conférence directement dans la description. C'est le même lien. Et ensuite, je répondrai à toutes vos questions en rapport avec la finance, on va dire plus en règle générale. Alors, on commence par les questions crypto. Alors, première question. Investir un peu dans le Bitcoin sur du long terme, donc 3 à 5 ans par exemple, mais le Bitcoin sera-t-il encore là? Les cryptos étatiques ne vont pas le remplacer. Bon, c'est une question un petit peu difficile dans le sens où personne n'a de boule de cristal pour savoir qu'est-ce qui va se passer en fait dans le futur, mais en tout cas, il faut comprendre que les cryptos étatiques et le Bitcoin n'ont absolument rien en commun. Donc ça, déjà, il faut bien le comprendre. Les cryptos étatiques sont basés sur des monnaies fiduciaires, donc de l'euro, du dollar, alors que le Bitcoin a sa propre valeur. Et il a une valeur en fait qui est créée par sa rareté. Donc concrètement, les deux choses sont complètement différentes. Donc à mon sens, non. Voilà. En tout cas, c'est une réponse peut-être un petit peu courte, mais en même temps, c'est une question qui pourrait prendre limite une vidéo entière pour vraiment y répondre dans le détail, parce que il y a beaucoup de choses à dire, mais en tout cas, la réponse courte, c'est clairement non. Ensuite, deuxième question, y a-t-il un risque que les différents gouvernements se mettent d'accord sur une loi interdisant l'usage des crypto-monnaies afin de garder le fiat comme monnaie internationale? Oui, en fait j'ai envie de dire, un État fait ce qu'il veut. Si un État veut interdire les crypto-monnaies, il peut le faire. Et dans ce cas-là, en fait, toutes les plateformes d'échange qui ont des résidents, par exemple, français, devront, malheureusement, ne plus opérer en France. Et c'est pareil, en fait, pour n'importe quel pays. Si demain, les USA décident d'interdire à leurs ressortissants, à tous les résidents américains, l'usage des crypto-monnaies, toutes les plateformes d'échange vont devoir exclure les Américains et leur interdire, en fait, l'accès aux cryptos. Bien sûr, ça aura des impacts énormes sur le marché, en fait, des crypto-monnaies. Ça reste juste une hypothèse. Maintenant, si les États ne l'ont pas fait jusqu'à présent, il n'y a pas forcément de raison qu'ils le fassent. Je pense juste qu'ils vont durcir en fait les règles. Ils vont pas interdire tout simplement. Je pense pas. Voilà. Honnêtement, en tout cas, je ne pense pas que les États vont juste se réveiller un matin en se disant tiens, on va interdire en fait les crypto-monnaies. Surtout qu'en France, on a un cadre légal, qu'aux États-Unis, il y a un cadre légal, qu'en Corée, il y a un cadre légal. Enfin, on ne fait pas un cadre légal pour ensuite interdire. Ça n'a pas vraiment de sens. Après, s'il y a un nouveau gouvernement extrêmement radical et qui décide de tout interdire, oui, c'est bien évidemment possible, mais honnêtement, c'est peu probable. Comment expliques-tu la baisse du Bitcoin cette nuit? Alors là, c'est la baisse qui a eu lieu en fait dimanche. Donc dimanche, bon, c'est pas parce qu'il y a un halving que le prix du Bitcoin est censé monter. C'est pas en fait parce que un jour avant le halving, le Bitcoin commence à monter qu'il va s'envoler sur la lune comme j'ai pu l'entendre. Faut arrêter en fait avec ça. Comme j'ai pu vous le dire à plusieurs reprises, le halving à l'instant T ne va absolument et n'a absolument pas impacté le prix du Bitcoin. Ça n'a absolument aucune incidence. Donc que le prix baisse ou qu'il monte, j'ai envie de dire, le prix du Bitcoin a pris 150% en l'espace de 1 mois, voire un petit peu plus. Je rappelle qu'il est passé en fait de 4000 $ à 10 000 $, qui baisse un petit peu. Il n'y a rien de choquant là-dedans. Faut vraiment pas en fait tomber dans le panneau du il y a le halving donc ça va forcément faire que monter. Non, absolument pas. Un marché ne passe pas son temps à faire que monter. Un marché, il peut prendre beaucoup de temps pour monter et ensuite baisser fortement, puis remonter, puis rebaisser fortement. En général, en plus, les baisses sont toujours plus importantes que les hausses. Enfin,
dans les cryptos, c'est pas forcément la norme, mais dans les marchés plus classiques, en tout cas, c'est un petit peu comme ça. Donc rien d'anormal, honnêtement. C'est normal, en fait, un marché qui prend 150% peut très bien en perdre 10, 12, 20, 30. Il n'y a rien d'anormal, en fait, là-dedans. C'est un marché qui est extrêmement volatile. Est-ce que l'on peut épargner de la crypto ? Alors, si oui, quelle plateforme conseilles-tu? Bon, c'est un petit peu ambigu comme question. Épargner de la crypto, ça veut tout et rien dire. Si vous voulez juste stocker, en fait, de la crypto, bon, ben, pour les débutants, il y a Coinbase, sinon il y a Kraken qui est aussi intéressant, mais de toute façon, il n'est pas recommandé en fait de laisser ces crypto-monnaies sur les plateformes d'échange. Il est recommandé en fait de les stocker sur des portefeuilles à froid. Donc le plus connu en fait c'est le Ledger, c'est la meilleure solution pour vraiment conserver sur du long terme les crypto-monnaies. Il y a plein de vidéos par rapport à ça, donc si vous cherchez, vous trouverez. Hein. Ensuite, j'aurais aimé avoir ton avis sur les crypto-monnaies adossées à l'or physique, mais sans effet de levier, ben, je l'espère bien, oui, type Vera One. Donc, déjà, il me semble pas qu'il y ait des crypto-monnaies qui sont adossées à de l'or physique avec un effet de levier. Il me semble pas. En général, il y a une relation 1 pour 1 à chaque fois. Donc, que ce soit Vera One, que ce soit le Paxos Gold ou même d'autres, mais je pense que ces deux-là en fait sont les plus legit aujourd'hui. Et ben oui, c'est intéressant, mais le seul problème aujourd'hui pour moi, c'est la liquidité. C'est-à-dire que quand vous achetez en fait quelque chose qui n'est pas liquide, ça veut dire que vous n'aurez jamais en fait de difficulté à l'acheter, et par contre pour le vendre, ça va être plus compliqué. Et partez du principe que en général, quand vous voulez vendre, c'est jamais au bon moment. Donc si vous achetez quelque chose qui n'est pas liquide, vous aurez du mal à le revendre au bon prix, même pour le Paxos Gold. Moi j'ai acheté quelques Paxos Gold, mais honnêtement, je ne peux pas en fait me permettre d'en acheter beaucoup trop, parce que la liquidité n'est pas au rendez-vous. Alors il faut vérifier en fait le carnet d'ordre, et il faut vérifier la liquidité pour savoir si vous allez être capable de revendre tout ce que vous allez acheter en un claquement de doigts. Et si ce n'est pas le cas, c'est extrêmement dangereux. À mon sens, c'est le premier point à vérifier sur ces tokens-là. Après, vérifiez surtout l'aspect légal. Est-ce que vous êtes bien propriétaire d'une part de cette réserve d'or? Ça aussi, c'est extrêmement important. Parce que si ce n'est pas le cas, au final, la valeur, elle est vraiment fictive. Voilà. Ensuite, dernière question par rapport aux cryptos. Pourquoi pas tout simplement staker des USDT à 12% par an? Bon, quelque chose en fait qui rapporte 12% par an, il n'y a pas de recette miracle. Ça veut dire qu'il y a un risque. Il y a un risque en fait derrière. En investissement, la règle de base pour bien investir et diversifier en fait son risque, c'est de diversifier ses investissements. Si c'était aussi simple que ça de gagner 12% chaque année, en fait tout le monde mettrait tout son capital sur des plateformes comme Nexo par exemple ou comme Celsius pour gagner 8, 10, 12% par an et ne s'embêterait pas en fait à diversifier, à investir ailleurs, etc. Enfin, je veux dire, il n'y a pas en fait de méthode miracle. Aujourd'hui en plus le rendement qui est offert par le staking des USDT, c'est un rendement qui est uniquement à l'instant T. Rien ne vous dit en fait que dans 6 mois, dans 1 an, le rendement ne baisse pas. On n'en sait absolument rien. Je rappelle que le rendement, il évolue en fonction de l'offre et de la demande. S'il y a énormément de personnes qui veulent emprunter des USDT, le taux peut augmenter, mais si plus personne va emprunter, le taux peut s'effondrer. Je veux dire, ils ne peuvent pas en fait vous redistribuer 12% par magie en fait. Ça veut dire que de l'autre côté, il y a des personnes qui veulent emprunter. Qui sont les personnes qui empruntent? Eh bien, ça pourrait être les plateformes d'échange et les mineurs. On est en fait au début d'une crise et en plus, on a eu le halving sur le Bitcoin, donc ce qui risque d'impacter l'industrie du minage, du moins celle du Bitcoin. Donc, est-ce qu'ils vont être amenés à beaucoup plus emprunter? Je sais pas, mais honnêtement, ne partez pas du principe que c'est pas parce qu'aujourd'hui il délivre 12% que demain il le fera encore. Et ça ne veut pas dire que c'est pas sans risque également. Ça aussi, il faut bien le prendre en compte. Donc voilà un petit peu pour les questions par rapport aux cryptos qui m'ont été posées. Maintenant, rapidement les questions par rapport au programme que j'ai pu présenter. Donc c'est un programme d'investissement passif. Donc c'est vraiment en fait pour se construire un portefeuille sur le long terme, voire le très long terme, avec les différents actifs qui peuvent exister. Ça veut dire actions, obligations, devises, or et crypto-monnaies. Donc, si vous êtes intéressé, vous trouverez toutes les informations dans la description. Alors, 4 questions m'ont été posées par rapport à ce programme-là. Premièrement, pourquoi est-ce que moi je présente ma propre stratégie et non pas tout simplement utiliser en fait le portefeuille permanent de Harry Browne et le portefeuille All-Weather, et là c'est de Ray Dalio. Donc ce sont deux économistes qui ont créé en fait des portefeuilles d'investissement
il y a quand même un petit moment maintenant, hein, ces portefeuilles-là, ils ont été créés dans les années 70-80, donc ils datent pas d'hier. Donc pourquoi ne pas tout simplement appliquer en fait ces stratégies-là? Ben en fait, tout simplement en fait parce que ces stratégies ne fonctionnent plus, c'est aussi simple que ça. Il suffit en fait de tester ces stratégies, donc All Weather et le portefeuille permanent depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans, vous verrez, elles ne fonctionnent plus. Alors oui, si on les teste en fait depuis 50 ans, elles fonctionnent. Pourquoi? Parce que l'économie était complètement différente, parce que les obligations généraient beaucoup de rendement il y a une certaine époque. Maintenant, c'est plus du tout le cas en fait, et donc il faut s'adapter. Ces stratégies-là, en fait, elles fonctionnaient il y a 50 ans. Mais vous, c'est maintenant que vous voulez investir. C'est pas il y a 50 ans en fait. Donc c'est pour ça que ces stratégies-là, elles étaient excellentes quand elles ont été créées. Maintenant, elles le sont beaucoup moins. Alors, la stratégie en fait All Weather, elle arrive encore à générer un petit peu de performance, beaucoup plus que la stratégie en fait du portefeuille permanent d'Harry Browne, mais honnêtement, il y a beaucoup mieux à faire. Voilà. Ensuite, faut-il un capital de côté pour appliquer la stratégie? Non, absolument pas. En fait, c'est toujours mieux si on a un capital de côté, mais tout a été pensé dans ce programme-là en fait pour qu'il s'adapte vraiment à tout le monde. Donc peu importe votre capacité en fait d'investissement, peu importe votre capital, vous pouvez investir et vous devez absolument commencer à investir. Plus vous commencez tôt, mieux ce sera. Et honnêtement, peu importe la somme, vous pouvez commencer petit, grossir par la suite. Le plus important, c'est de commencer et le plus tôt possible. Ensuite, est-ce que la formation est mise à jour régulièrement? Alors, la réponse est non, tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est une stratégie passive qui vous donne une stratégie pour investir sur le long terme. Donc si cette formation est mise à jour tous les mois ou tous les 6 mois, ça n'a absolument aucun sens. On vous fournit en fait une stratégie qui est durable et qui est pérenne en fait dans le temps. Donc oui, il y aura des mises à jour. S'il y a des petites erreurs, s'il y a des points d'amélioration à faire ou des sujets qui n'ont pas été traités et qui ont besoin d'être abordés en fait parce qu'il y a eu beaucoup de demandes, pourquoi pas, oui, mais la stratégie en fait en tant que telle ne changera pas. C'est absolument pas le but parce que là on fournit une stratégie pour investir sur le très long terme. Donc si on commence à changer en fait tout ça chaque année, ça n'a absolument aucun sens. Voilà, donc vraiment tout a été pensé pour que la stratégie en fait soit la plus intemporelle possible. Et la formation est extrêmement intemporelle. Donc, dans 1 an, 2 ans, 5 ans, cette formation sera toujours en fait d'actualité. Donc, il y aura des mises à jour, mais il n'y aura pas des mises à jour complètes qui vont complètement tout changer. Ça n'aurait absolument aucun sens. Allez, donc voilà un petit peu pour les questions en rapport avec le programme que j'ai pu présenter. Je rappelle que ce programme est uniquement disponible cette semaine, donc vous trouverez toutes les informations dans la description. Maintenant, on va terminer avec toutes les questions qui m'ont été posées sur la partie un petit peu plus générale dans la finance traditionnelle. Bon, si c'est un petit peu trop long, on fera la vidéo en 2 parties, mais je vais quand même m'efforcer en fait de la faire en une seule partie, pour pas que ce soit beaucoup trop long. Alors, je débute en bourse et j'aimerais en fait me documenter sur la bourse. Alors, aurais-tu des livres à conseiller? Bon, dans la formation, non pardon, dans la conférence, je confonds un petit peu. Dans la conférence, j'ai déjà en fait présenté pas mal des livres que j'ai pu lire justement pour me former. Donc notamment dans ces livres-là, on va retrouver les livres sur les ETF d'Edouard Petit. On va avoir le classique de Benjamin Graham, L'investisseur intelligent. On a également un très bon livre un petit peu technique et pas forcément recommandé aux débutants, peut-être un petit peu après, Investir sur les actions à long terme de Jérémy Siegwell. Et ensuite, un 4e livre qui est aussi assez intéressant, beaucoup plus récent pour le coup, The Man Who Solved the Market de Gregory Zuckerman. Voilà, donc ces 4 livres-là, c'est pas uniquement ces 4 livres-là que j'ai pu lire, mais en tout cas, ils sont vraiment excellents. Ensuite, la loi Sapin 2 dans tout ça, peut-elle être mise en œuvre à cause du Covid? Bon, bah la réponse, oui, bien évidemment en fait. Cette loi a été faite pour être appliquée à un moment ou à un autre. Et je pense que le Covid, ça peut être un déclencheur. Maintenant, on n'en sait rien, ça peut être le cas, comme ça peut ne pas être le cas. Je rappelle que cette question m'a été posée en fait dans le cadre des assurances vie fonds en euros qui effectivement peuvent être gelées dans le cadre de la loi Sapin 2 durant un certain temps si jamais il y a des problèmes de liquidité. Voilà, maintenant vous connaissez un petit peu mon avis je pense par rapport aux fonds en euros. Il y a beaucoup mieux et justement ça on en parle dans la conférence. Si la dette publique n'est pas justifiée, pourquoi ne pas la contester? Ok, cette dette ne nous appartient pas si elle sert à d'autres qu'aux citoyens. Bon,
Ça, c'est un petit peu le discours politique dans la théorie, hein. Dans la pratique, la dette, on ne peut pas la contester, sauf si elle nous appartient. Donc aujourd'hui, on sait qu'une partie de la dette appartient aux Français et appartient à la BCE. Mais toute la dette qui appartient aux étrangers, on ne peut pas en fait la contester. Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait leur racheter. Donc en fait, oui, techniquement, c'est possible. Si la BCE rachète toutes les dettes françaises, par exemple, aux étrangers, et ensuite elle décide de l'annuler, effectivement, on peut annuler en fait une dette. Pourquoi pas? Attention, si on fait ça, ça impactera énormément la monnaie, en l'occurrence l'euro. Et en plus, je ne suis pas du tout sûr que l'Allemagne accepte ça. Faut pas oublier qu'il faut quand même un accord entre les différents pays européens pour faire en fait des choses comme ça. Donc si on voulait le faire juste à l'échelle nationale en France, il faudrait déjà en fait qu'on n'ait plus l'euro, qu'on reparte au franc, qu'on reprenne le contrôle de notre monnaie, et dans ce cas-là, on pourrait éventuellement le faire. Mais ça aurait un impact assez négatif sur la monnaie. Donc honnêtement, moi j'y crois pas, parce qu'il y a plein de pays dans l'Europe qui sont absolument pas pour ça, parce que eux ils gèrent correctement leurs dettes, comme l'Allemagne, comme les Pays-Bas, comme pas mal en fait de pays en Europe qui sont bien gérés. Donc le problème de l'Europe, c'est principalement ça. Il y a d'un côté en fait des pays qui sont correctement gérés, d'autres qui le sont beaucoup moins. Les pays bien gérés ne vont pas accepter en fait qu'on détruise la monnaie, qu'on lui fasse perdre de la valeur, parce que d'autres pays n'arrivent pas à gérer correctement leurs dettes. Donc honnêtement, on n'y est pas. On n'y est pas encore. Il faudrait qu'on quitte l'Europe et qu'on ait un gouvernement qui ait les ambitions politiques et le courage politique de le faire. Honnêtement, il y a beaucoup de choses à changer à mon avis. Il faudrait déjà que les Français se réveillent et arrêtent de voter systématiquement pour les mêmes. Voilà. Bon, déjà, ça ce serait le premier point. Ensuite, est-ce que dans les actifs performants donc, qui ont été présentés dans la conférence, on peut parler des devises des pays qui ont été les moins touchés par la crise du Covid-19? Non, absolument pas. Donc une devise qui est solide, c'est les principales devises, on les connaît, hein, c'est le dollar, c'est l'euro. Mais l'euro, moi, je l'aime pas trop, hein, et pour beaucoup de raisons. On va avoir le franc suisse, qui est une monnaie qui est extrêmement stable. On va avoir, pourquoi pas, le yuan pour la monnaie chinoise, mais honnêtement, moi, au vu du gouvernement et au vu du fait que le taux est complètement manipulé en fait par le gouvernement, moi, c'est pas trop mon délire. On va avoir plus la livre sterling par exemple, qui peut être assez intéressante. Donc, gardez en tête qu'il faut des monnaies fortes, d'économies fortes. Si vous prenez en fait des pays, des petits pays, avec des petites économies, même si leur monnaie peut être florissante, elle va être extrêmement volatile et extrêmement impactée dans des périodes de crise économique. À chaque fois, dans les périodes de crise économique, ce sont les monnaies fortes qui gagnent et les monnaies faibles qui perdent de la valeur. Gardez ça en tête. Est-ce qu'aujourd'hui, les actions ne sont pas surévaluées par rapport à la vraie valeur des entreprises? Bon, ben, j'ai envie de te dire oui et non. Tout va dépendre des actions, tout va dépendre des entreprises. C'est une question qui est beaucoup trop générale en fait. Donc oui, il y a toujours aujourd'hui des actions qui sont extrêmement chères, hein. On peut prendre le cas de Apple par exemple qui n'a quasiment pas baissé durant la crise et durant la baisse panique qu'on a pu avoir sur les marchés. C'est limite si elle n'a pas fait un nouveau plus haut. Donc oui, ces actions-là sont toujours extrêmement chères. Ce sont en fait des actions de type croissance. Donc concrètement, vous n'allez pas avoir beaucoup de rendement si vous achetez en fait ces actions-là. Par contre, vous avez l'assurance d'avoir un certain rendement. Ça, c'est clair. Maintenant, il y a d'autres actions qui ont perdu énormément de valeur. Là, on parle de 30, 40, 50% avec des entreprises qui ont été impactées et qui sont impactées par la crise beaucoup plus que Apple. Maintenant, si elles arrivent à repartir, ben, ces actions-là sont aujourd'hui à des très bons prix et elles vont rapidement reprendre de la valeur. Donc j'ai envie de dire, ça dépend clairement des actions, des entreprises, des secteurs et de l'impact qu'il y a pu avoir par rapport à la crise jusqu'à présent. Ensuite, comment savoir pour investir au bon moment? Bon, ben, le meilleur moyen, c'est d'avoir une boule de cristal. Donc si on est capable de deviner en fait l'avenir, on sait le meilleur moment pour investir. Bon, bien sûr, vous imaginez bien que si c'était si simple que ça, si on pouvait savoir à coup sûr si c'était le bon moment, on ne se prendrait pas la tête à mettre en place des stratégies d'investissement. Juste, on saurait exactement quand acheter, on achète, on sait exactement quand vendre, on vend. Non, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Il n'y a pas en fait de comment savoir pour investir au bon moment. On n'en sait absolument rien. C'est-à-dire que ça se trouve c'est maintenant, mais ça se trouve demain, il y aura une nouvelle vague baissière et en fait, ce sera plus tard. On n'en sait absolument rien en fait. Donc, c'est pour ça qu'il faut une stratégie. Il faut une stratégie dans laquelle on commence à acheter, dans laquelle on a plusieurs cartouches. On va commencer à les utiliser.
comme moi, en fait, j'ai pu vous le dire maintenant il y a environ un mois et demi, quand le marché était en train de saigner, ben, je vous avais dit, en fait, j'ai mis une première cartouche, et j'ai même vu, en fait, dans les commentaires, des personnes me dire, mais t'es complètement dingue, en fait, de mettre une cartouche maintenant, etc. Ben, preuve du contraire, c'est que, justement, je suis rentré quand le marché saignait, le marché, il a bien rebondi, et pour l'instant, en tout cas, eh ben, la première cartouche que j'ai mise, elle est largement en gain. Alors, bien sûr, je n'exclus absolument pas une nouvelle vague baissière, même moi, c'est mon scénario privilégié, mais honnêtement, que ça arrive ou que ça n'arrive pas, en fait, j'ai investi, j'ai une stratégie, je sais quoi faire. Donc la meilleure des solutions, c'est avoir une stratégie. Soit investir petit à petit, tous les mois, tous les trimestres, soit avoir un capital de côté et l'investir durant des grosses périodes de panique et de vagues baissières. Imagine que tu peux faire une stratégie, en fait, chaque 10%, chaque 20% de baisse, tu mets une cartouche, voilà, enfin, il y a plein de stratégies, il faut travailler en fait là-dessus, il faut les tester, voir comment elles auraient pu se comporter dans le passé, enfin voilà, il y a plein de trucs à faire par rapport à ça. Donc il n'y a pas de boule de cristal malheureusement pour être capable de savoir quand investir au bon moment. Ensuite, alors j'ai effectivement parlé en fait de la crise du Covid comme un Black Swan, ça veut dire le signe noir, donc ça veut dire c'est un événement qui est imprédictible. Alors oui, pour moi, c'est un événement qui est imprédictible parce que oui, effectivement, on aurait pu le voir venir de Chine. Le problème, il est où? C'est que c'est pas la première fois qu'il y a une épidémie en Chine, en fait. C'est arrivé plusieurs fois. Et à chaque fois, en fait, c'est resté localisé en Asie. Ça n'était en fait jamais venu en Europe. Donc non, ce n'était absolument pas en fait prédictible. Tous ceux qui vous disent on le savait, on aurait pu le savoir, c'est des conneries en fait. C'est trop facile de le dire maintenant. Si on regarde dans le passé à chaque fois ce qui s'est passé, il y a eu des crises, même récemment, il y a eu en fait des épidémies en Chine, c'est resté localisé en fait chez eux. Donc honnêtement, non, on ne pouvait pas le savoir. Et on ne peut pas en plus prendre une décision d'investissement par rapport à ça. On ne vend pas dès qu'il y a une épidémie en Chine. Parce que sinon, ça veut dire que on vend à chaque fois pour rien, et une fois, vous allez vendre parce que effectivement, il y aura une baisse, comme on l'a eu avec le Covid. Mais si vous avez vendu à chaque fois qu'il y a une épidémie dans un pays, dans le monde, mais en fait, vous passez votre temps à vendre. Donc, c'est absolument pas viable. Donc oui, pour moi, c'est bien un signe noir. C'est imprédictible. On ne pouvait pas prédire cette crise. Et on ne pouvait pas non plus prédire que ça allait devenir une pandémie mondiale. Donc ça, pour moi, en tout cas, c'est avéré. Ensuite, les actions présentent un bon rendement, certes, mais cela n'est pas en partie lié par les injections monétaires dont tu faisais référence précédemment, qui gonflent l'argent investi en bourse. Ben oui, c'est clairement le cas en fait, mais faut comprendre que le marché, à un moment ou à un autre, il va purger. Là, il est déjà en fait actuellement en train de purger. Les politiques de QE, c'est extrêmement récent. Le marché des actions, ça fait 200 ans qu'il est haussier. Ça fait 200 ans que la moyenne annuelle du marché des actions, nette d'inflation, c'est entre 6 et 7% chaque année. Et ça, c'est sans le QE. Donc oui, le QE a pu impacter, on va dire, sur les 10 dernières années, le marché en fait des actions, et même pas que ce marché-là, mais en tout cas, ça ne veut pas pour autant dire que le marché des actions, en fait, ne va plus donner du rendement. Absolument pas. Donc oui, bien évidemment qu'il a été impacté, et il le sera sûrement encore. Maintenant, ça reste un marché qui, pour moi, est extrêmement important pour générer du rendement. Mieux vaut-il investir dans l'or ou l'argent? En fait, la question, et plutôt la réponse, elle est très simple. C'est que, qu'est-ce que les gens achètent dans les phases de panique? Est-ce que c'est l'or ou est-ce que c'est l'argent? Qu'est-ce qui est en rupture de stock? L'or ou l'argent? L'or, tout simplement. L'or, en fait, a des caractéristiques qui ne sont pas les mêmes que l'argent. Donc faites attention avec l'argent. Je sais que on dit tout le temps, oui, mais l'argent, il est sous-évalué, il va prendre plus de valeur. Mais si on regarde historiquement, je suis désolé en fait, mais l'argent est plus volatile et pour le coup, l'or est reparti beaucoup plus vite que l'argent. Si on regarde en fait depuis environ un an, l'or a une bien meilleure performance que l'argent. Donc est-ce qu'il y aura un rattrapage? Peut-être, mais en tout cas, pour moi, les caractéristiques ne sont pas les mêmes. Dans un portefeuille d'investissement, on n'a pas d'argent, on a de l'or. Voilà. Et qu'est-ce que les gens veulent acheter dans des phases de panique? C'est pas de l'argent, c'est de l'or. Ensuite, c'est quoi le QE? Bon, le QE, on va pas non plus rentrer dans le détail, c'est juste le fait de manipuler les taux d'intérêt des obligations, donc des dettes, en rachetant tout simplement sur le marché secondaire toutes les obligations qui traînent. Alors, obligations d'État et même maintenant obligations d'entreprise.
Ça vise tout simplement à faire baisser en fait les taux pour que les États puissent continuer à se financer et à emprunter. Bon, franchement là, je simplifie à l'extrême, mais on va dire que sur le principe, le QE, ça sert à ça. Techniquement, ça sert aussi à réinjecter en fait de l'argent dans le système pour réinjecter de l'argent dans l'économie réelle et relancer les investissements. Dans la réalité, c'est pas ça qui se passe. Voilà. Ensuite, quelles sont les plateformes que vous recommandez pour investir dans les obligations d'État ou fonds monétaires à court terme? Même question pour les devises. Bon, bah là, c'est un peu compliqué à répondre parce qu'en fait, ça va dépendre de plein de choses. Ça va dépendre de, déjà en fait, du lieu de résidence. Si vous êtes français, si vous êtes américain, si vous êtes résident mauricien, etc., ça aura en fait des incidences et vous n'allez pas investir sur les mêmes plateformes. Donc si vous êtes français, déjà en fait vous ne pouvez pas acheter d'obligations directement parce qu'il faut un certain capital. C'est vraiment réservé beaucoup plus aux investisseurs professionnels qu'aux investisseurs particuliers. Donc on va acheter plus des produits qui vont investir dans des obligations d'État. Ça peut être justement les assurances vie en euros qui investissent dans les obligations d'État. Ça peut être des ETF par exemple. Ça peut être des fonds d'investissement. Voilà. Donc ça peut être plein de choses. Donc le produit qui va permettre d'acheter des obligations directement. Parce qu'on ne peut pas acheter, nous en tant que particulier, sauf si vous avez un très très gros capital, directement des obligations. Et ensuite, via quelle plateforme? Ben, toutes les plateformes, j'ai envie de dire. N'importe quelle plateforme, n'importe quel courtier aujourd'hui va vous permettre d'acheter des produits, donc des fonds, des ETF, qui vont vous permettre de vous exposer aux obligations d'État. Ensuite, la BNP va-t-elle faire faillite? Non. Voilà, faut arrêter en fait avec ces conneries. La BNP, c'est une banque qui est systémique. Ça veut dire qu'elle ne peut pas couler. D'accord? Ça veut dire que l'État va arriver et va la renflouer, va la nationaliser, ce que vous voulez. Une banque comme BNP. En plus, la BNP, c'est l'une des banques les mieux gérées en France. Donc honnêtement, croire que la BNP fera faillite, à mon avis, il y aura d'autres banques qui vont faire faillite bien avant la BNP. Donc clairement, non. Maintenant, le risque zéro, il n'existe pas. Et c'est aussi pour ça qu'il faut diversifier ces banques. Voilà. C'est pas pour... voilà. On peut être sûr en fait de quelque chose, mais on n'est jamais sûr au final à 100%. Oui, il peut y avoir une faillite bancaire. C'est vraiment tellement peu probable que clairement, ça n'arrivera pas. Mais même si un jour ça arrive, c'est pour ça qu'on diversifie, c'est pour ça qu'on va sur au moins plusieurs banques. Moi, j'ai une banque à Maurice, j'ai une banque en Suisse, j'ai une banque en Europe et une banque aux États-Unis. Donc, je suis diversifié. Et pourtant, j'ai absolument aucune certitude que une seule des banques dans laquelle j'ai mis de l'argent ne fera faillite un jour. Absolument aucune. Mais pourtant, si jamais ça arrive, eh bien au moins, je limite mes pertes parce que ça me coûte rien de le faire. Donc, diversifiez vos banques, tout simplement. Ensuite, quid d'un contrôle d'échange à venir qui empêcherait d'échanger nos dollars en euros et vice-versa? Bah, j'ai envie de te dire, écoute, pareil, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Oui, c'est possible. C'est déjà arrivé en fait en temps de guerre qu'on ait interdit en fait d'utiliser par exemple en France autre chose que du franc, qu'on ait interdit en fait aux citoyens carrément de détenir des devises étrangères. Tout est possible, mais on n'en sait rien en fait. On ne sait pas ce qui va se passer. Bah écoutez, oui, si ça arrive, bah, vous avez des devises étrangères. Soit vous les vendez, soit vous le cachez au gouvernement. Voilà. Mais honnêtement, là, on parle de décisions vraiment extrêmement radicales. On ne sait pas si elles vont être appliquées un jour. Donc là, on fait que spéculer. En tout cas, si ça arrive, eh bien écoutez, on n'y peut rien. Honnêtement, on n'y peut rien et on pourra rien y faire en fait. Enfin, je veux dire, arriver à un moment, si demain la France dit il est illégal de détenir autre chose que du franc ou de l'euro, bah, qu'est-ce que vous voulez faire en fait? Rien. Donc ça, pour le coup, on peut rien y faire, quoi. Donc oui, il peut y avoir des limitations, des interdictions. On n'en sait rien, d'accord? Tout est possible. Maintenant, ça reste hautement peu probable. Combien garder dans la banque? Bon, bah, si vous avez en fait suffisamment de capital, gardez 6 mois pour vivre tranquillement sur votre compte bancaire et le reste, vous le sortez. Vous le sortez, vous le placez, comme j'ai pu vous l'expliquer dans la conférence. Si les États demandent un reset de leur dette, comment cela se passe? Bon, j'ai déjà un petit peu expliqué en fait par rapport au fait que en fait un État va pas reset ses dettes, il va les faire racheter par sa banque centrale. Enfin, je parle d'un État solide comme par exemple la France et l'Europe qui ont les moyens, grâce à leurs économies, de pouvoir faire racheter leurs dettes par leur banque centrale, sans trop dévaluer leur monnaie. Bon, bien sûr, maintenant s'ils rachètent toutes les dettes,
ça va forcément impacter la monnaie. Donc, honnêtement, moi, j'y crois pas trop. J'y crois pas trop. Il y aura peut-être un reset à l'échelle mondiale. Si tous les pays se mettent d'accord, dans ce cas-là, en fait, ça n'affectera pas trop, on va dire, les monnaies fortes. Mais si un seul pays le fait, là, il se tire une balle, enfin, il se tire littéralement une balle dans le pied. Hein. Donc, si l'Europe décide de le faire, alors que les Américains ne le font pas, que les Chinois ne le font pas, ils vont juste détruire leur monnaie. Donc, honnêtement, à mon sens, vaut mieux pas en arriver là. Quel support pour les obligations? Bah, déjà répondu, ETF et fonds plus classiques ou même assurance vie, fonds en euros. Même pas forcément ce que je conseille, mais en tout cas, c'est un support qui permet de s'exposer aux obligations. Un ETF a-t-il la même valeur juridique qu'une obligation en termes de protection? Ben, un ETF, tu as une part d'ETF. Donc légalement, en fait, tu as une part. Donc si jamais il y a une faillite, tu vas récupérer l'actif sous-jacent, du moins une partie. Voilà. Donc clairement, peu importe la faillite de l'émetteur, du custodian, donc celui en fait qui va conserver en fait l'actif sous-jacent, peu importe la faillite, tu as une part de fonds. Donc oui, tu vas récupérer au final ce que on te doit. Voilà. Pour une obligation, c'est un petit peu le même principe. Bien sûr, si le pays ou l'entreprise en question fait un défaut de paiement, ben tu perds tout. Voilà, c'est le principe d'une obligation. Mais c'est le même principe pour un ETF qui va suivre des obligations. Si jamais il y a un des pays dans lesquels ils ont acheté une obligation qui refuse de payer la dette en question, eh ben, il y aura une perte au sein de l'ETF. Maintenant, un ETF ne s'expose pas à 100% sur un seul pays et sur une seule obligation. Donc, ce sera juste une petite perte dans l'ETF. L'or n'est-il pas parti en Chine? Bah écoute, oui, il y a de l'or en Chine, il y a de l'or partout. Il y a de l'or en Russie, il y a de l'or en France, on a quand même des grosses réserves d'or en France. Donc je vois pas trop en fait la finalité en fait de la question pour le coup. Les autres matières premières sont également intéressantes, argent, cuivre, absolument pas. Absolument pas. Vraiment pour faire simple, moi j'ai analysé en fait beaucoup de rapports sur les matières premières, c'est absolument pas intéressant sur le long terme. Les matières premières c'est intéressant pour spéculer en fait dessus, sur du court terme, sur le long terme c'est vraiment pas intéressant. Il y a que l'or en fait qui est intéressant parce qu'il a cette caractéristique de refuge de valeur. Mais sinon, toutes les autres matières premières, le pétrole, le cuivre, etc., ça vaut absolument rien sur le long terme. L'État peut-il récupérer l'or que possède le peuple? Une nouvelle fois, oui. En fait, l'État peut faire ce qu'il veut. Tant qu'il y a un État de droit, l'État peut faire appliquer n'importe quelle loi. Il peut mettre un contrôle d'échange, il peut dire l'or, aujourd'hui, l'or devient illégal, vous n'avez plus le droit de détenir de l'or. Et vous pouvez prendre une amende, faire de la prison si vous détenez de l'or. C'est possible. C'est arrivé aux États-Unis de 1933 à 1975. La détention d'or était illégale. Donc oui, c'est clairement possible en fait, clairement. Comment acheter les autres devises en habitant en France? Ben, c'est simple, il faut ouvrir des comptes bancaires à l'étranger principalement. Donc ouvrir un compte bancaire en Suisse par exemple, au Royaume-Uni, tu peux prendre un compte Revolut également. Voilà, il y a plein de solutions pour acheter des devises étrangères. Avoir un compte à l'étranger, c'est pas illégal, hein. Je rappelle juste qu'il faut juste le déclarer. Il n'y a rien d'illégal là-dedans. On peut avoir un compte en Suisse sans faire de l'évasion fiscale. Il faut juste le déclarer, c'est tout. Donc très souvent, en fait, avoir un compte à l'étranger, c'est mal vu. Et pourtant, il n'y a rien en fait d'anormal là-dedans. On peut avoir un compte où on veut, d'accord? C'est juste le cacher qui devient, bien évidemment, illégal. J'ai ouvert un PEA sur Boursorama. Puis-je changer de courtier en ligne gratuitement? Alors, j'aurais pu dire oui. Sauf le gratuitement qui me dérange. Non, bien sûr, il faut payer. Une plateforme d'échange, c'est pas une œuvre de charité. Donc, bien évidemment, il y a une opération, donc il faut payer. Bien évidemment. On peut transférer son PEA, mais c'est payant. Voilà. Faut-il racheter sa propre assurance vie? Tout dépend en fait de ce que tu as envie de faire. Si tu as une assurance vie fonds en euros, ça peut être intéressant, effectivement, de placer en fait ton argent ailleurs, comme sur un fonds monétaire autre que euro, pour générer en fait du rendement et prendre beaucoup moins de risques. C'est possible. Mais ça, pour le coup, j'en parle dans la conférence. Investir dans la finance traditionnelle, c'est quand même un peu l'entretenir.
Bah écoute, moi j'ai rien contre la finance, absolument rien. Il y a eu des dérives vis-à-vis de la finance, c'est ça en fait le problème. Mais la finance en tant que telle, c'est quand même ça qui a permis aujourd'hui à faire augmenter le niveau de vie de tout le monde. Donc si on vit aujourd'hui aussi bien, c'est quand même grâce à la finance, grâce à toute la richesse qui a été créée, grâce aux entreprises, etc., etc. Donc la finance classique, pour moi, n'est absolument pas un problème. Par contre, les dérives qui ont été faites et aussi les dérives des gouvernements qui ont laissé faire et des banques, ça c'est un autre problème. Pourriez-vous expliquer en quelques mots comment avez-vous pu obtenir un capital suffisant pour débuter vos investissements? Ben, comme tout le monde, moi je suis parti en partant de zéro, j'ai travaillé, j'ai investi. Voilà, tout simplement, enfin il n'y a pas de miracle quoi. J'ai bossé quoi. J'ai bossé, j'avais un taf, j'étais salarié, je mettais une partie en fait de mon salaire de côté. J'ai fait des gros sacrifices pour mettre beaucoup d'argent de côté durant plusieurs années. Et après, mes investissements, ils ont payé. Et j'ai pu justement devenir libre. Donc il n'y a pas forcément de miracle en fait là-dedans. J'ai pas reçu un don, hein, j'ai pas reçu un héritage ni quoi que ce soit. Je suis perdu. Est-ce que je dois garder en fait de l'argent cash sur mon compte bancaire? Ben oui, comme j'ai pu le dire, 6 mois de vivre, c'est amplement suffisant. Comment acheter de l'or sans payer d'impôts? Bon, toujours en fait des questions. Si vous êtes en France, honnêtement, le seul moyen pour ne pas payer en fait d'impôts sur de l'or, c'est acheter de l'or physique et le conserver 22 ans. Voilà, c'est le seul moyen pour être exonéré légalement d'impôts. Moi, je dis bien légalement. Après, si vous voulez faire des trucs qui sont pas légaux, c'est pas mon problème. Quelle est ta performance personnelle en 2019 sur le marché actions? Alors moi, je n'investis pas que sur les actions. J'ai présenté justement mon portefeuille dans la conférence, donc si ça vous intéresse, allez voir la conférence. Donc j'ai un mix entre des actions, des obligues, de l'or, des devises et du bitcoin. Donc en 2019, la perf du porte-monnaie, si je m'arrête à décembre 2019, c'était à peu près 10%. Voilà. Maintenant, il est clair que le portefeuille a perdu un petit peu de valeur et on est actuellement à 3% aujourd'hui de gain. Donc la perte a été extrêmement minime. Pourquoi? Parce que j'ai réinjecté pas mal de capital durant la baisse. Donc au final, par rapport à ce que j'ai investi, eh bien, je suis toujours largement en positif. Pourquoi ne pas mettre des obligations US long terme intéressantes avec taux d'intérêt actuellement faible et sans doute pour longtemps? Alors effectivement, parce que moi, dans mon portefeuille, j'ai dit en fait que j'avais de l'obligation à court et à moyen terme et que je n'avais pas d'obligation à long terme. Pourquoi? Parce que on est à mon sens aujourd'hui dans des taux qui sont quasiment proches de zéro, voire négatifs pour certains pays. Les obligations sont extrêmement impactées, donc la valeur de l'obligation, elle est énormément impactée par l'intérêt, le taux d'intérêt de l'obligation. Donc plus vous prenez une obligation à long terme, plus son taux d'intérêt et donc l'évolution du taux d'intérêt va impacter la valeur de l'obligation. Si demain les taux remontent, parce qu'ils vont remonter à un moment ou à un autre, vos obligations à très long terme sont celles qui vont perdre le plus de valeur. Donc en fait, c'est pour ça que moi, j'estime que les obligations à court terme et à moyen terme, ça veut dire moyen terme entre 7 et 10 ans, eh ben, c'est un bon compromis. Ça veut dire que oui, si les taux remontent, leurs valeurs vont perdre de la valeur, mais pas énormément. Pas autant en tout cas que les obligations à très long terme, comme 20 ans, 30 ans, voire même beaucoup plus. Donc ne voyez pas en fait que le rendement dans l'obligation. Une obligation, c'est énormément impacté par l'évolution du taux, et quand les taux augmentent, la valeur de l'obligation diminue et inversement. Vu qu'aujourd'hui, on a atteint le plancher pour baisser, la valeur de l'obligation va plus forcément beaucoup augmenter, et donc elle a beaucoup plus de chances de rebaisser pour le coup. Donc plus vous aurez des obligations long terme, et plus elles seront impactées par la hausse des taux. Quelles sont les meilleures plateformes pour acheter de l'or physique? Bon, moi la seule que j'ai pu tester, c'est or.com. Non, or.fr, pardon, je confonds. Or.fr, voilà. C'est tout. J'ai pas essayé en fait d'autres plateformes, donc je ne peux pas en fait me porter garant d'autres plateformes. Le seul bémol de or.fr, c'est qu'il faut investir au minimum pour 10 000 euros. Voilà, c'est tout. Moi, c'est la seule que j'ai testée, donc je peux vous recommander que celle-là, malheureusement. Il en existe d'autres. Je vous laisse faire vos recherches. Il y a plein d'infos par rapport à ça sur Internet. On va terminer
Peux-tu donner un exemple de bonne obligation d'État non européenne? Très important. Ben, obligation américaine et obligation chinoise. Voilà. Maintenant, obligation chinoise, faire quand même super attention. Moi, j'investis surtout sur les obligations américaines et du Royaume-Uni, qui pour moi sont, à mon sens, les deux qui sont les meilleurs vis-à-vis aussi de leur devise. Parce que qui dit obligation dit devise, donc on s'expose à une devise étrangère. Les obligations chinoises sont intéressantes parce qu'elles délivrent un rendement qui est assez intéressant, mais elles sont difficiles d'accès, elles coûtent cher, il y aura beaucoup de frais. Et en plus, c'est un État qui, pour moi, est beaucoup trop radical et qui pourrait très bien foutre dehors les investisseurs étrangers en un claquement de doigts. Donc c'est pour ça en fait que moi je suis assez frileux par rapport aux obligations chinoises. Voilà. Penses-tu que les marchés vont encore baisser? Comme toujours, j'ai pas de boule de cristal. À mon sens, oui. Maintenant, dans la réalité, peu importe ce qui arrive, j'ai déjà investi, j'ai déjà profité en fait de la première vague baissière. S'il y a de nouveau une vague baissière, tant mieux, j'en reprofiterai. S'il n'y en a pas, c'est pas grave. Voilà, j'ai pas de boule de cristal. Et pour terminer, envisages-tu la fin du dollar? Est-ce que ça impacterait toutes les monnaies fiduciaires et les marchés boursiers? Non, absolument pas. Il n'y aura pas en fait de fin du dollar. Le dollar, il peut perdre en puissance, c'est possible, ça risque de prendre beaucoup de temps, mais c'est possible. D'ici 10, 20, 30 ans, pourquoi pas? Mais à l'heure actuelle, non, clairement pas. Le dollar, on l'a vu une fois de plus, c'est une des devises les plus fortes en temps de crise. Et on l'a vu de nouveau avec la crise du Covid-19. Donc pour l'instant, sur le court et moyen terme, absolument pas. Sur le long terme, non plus, juste que le dollar pourrait effectivement perdre un petit peu en valeur vis-à-vis en fait des monnaies, notamment en Asie et notamment de la monnaie chinoise. C'est possible. Maintenant, c'est clairement pas et ce ne sera à mon avis jamais la fin du dollar, bien sûr, jamais. Il y a toujours un micro pourcentage de chance, mais extrêmement, extrêmement faible. Donc voilà, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Donc si vous avez encore des questions auxquelles j'ai pas répondu, n'hésitez pas à les mettre dans l'espace de commentaires. N'hésitez pas à mettre un like pour le soutien. N'hésitez pas également à aller voir la conférence si vous ne l'avez pas vue. Et je vous rappelle que les portes du programme Le Très Bon Père de Famille ferment ce dimanche. Donc si vous voulez en profiter, c'est cette semaine qu'il faut passer à l'action. Je vous dis bonne semaine et je vous dis à dimanche pour la vidéo du dimanche. Bonne semaine, merci.